Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième partie des rencontres numériques du myélome. N'hésitez pas à participer dans le chat avec nous. Donc dans le chat, vous nous dites bonjour, vous nous dites bonjour, vous dites si vous avez des soucis de son ou d'en discuter, vous mettez tout ça à cet endroit-là. Et de l'autre côté, donc selon le support que vous utilisez, vous avez soit questions-réponses ou Q et R. Et là, vous mettez les questions pour nos intervenants qui sont là aujourd'hui. Je le rappelle. Que nous ne faisons pas de questions médicales aujourd'hui et de toute façon, quand on n'a pas vos dossiers médicaux, on n'y répond pas, voilà, tout simplement. Donc, merci de, voilà, je vois que tout le monde arrive tranquillement de Bordeaux, de Rennes, de Belgique, de Colmar. Donc, ben, je laisse la parole à François. Oui, bonjour à tous et à toutes. Comme dit, merci de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Avec nous cet après-midi, nous avons intervenants pour répondre à vos questions. Nous avons le docteur Cécile Sontag de Strasbourg, qui est membre de l'IFM, euh, le docteur Nathalie Cheron du centre hospitalier de Bligny, euh, qui sont toutes les deux, alors non seulement hématologues, mais également particulièrement, comment dire, concernés par tout ce qui est soins de support. Voilà. Et puis nous avons également Bédra Labaliac, qui est psychologue au CHU de Caen et qui est aussi animatrice du groupe de parole de Caen, de la F3M à Caen. Voilà. Je vois il y a déjà une question, je sais pas. Moi, voilà, je me suis pas présenté. François Taureau, donc je suis malade et je suis vice-président de la F3M. Voilà. Comment ça va se passer? On va vous passer des petites vidéos. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois. Et puis après, nos intervenants pourront faire des commentaires et puis vous pourrez poser vos questions. Alors, les questions générales, si elles ont un intérêt pour tout le monde, c'est pas, on pourra les poser à l'oral pour que tout le monde profite de la réponse. Voilà. Bien. Alors, le sujet du jour, c'est comment bien accompagner les malades du myélome et les aidants, il ne faut pas les oublier, ou comment garantir une meilleure qualité de vie physique, psychologique et sociale aux malades du myélome et à leurs proches aidants. Alors, pourquoi cette partie qualité de vie? C'est tout simplement parce que c'est important de se faire soigner, mais c'est important aussi de vivre comme il faut malgré la maladie et avec la maladie. Voilà, donc on va traiter de trois sujets, les impacts du myélome sur la qualité de vie des aspects physiques, ensuite les aspects psychologiques et en dernier les aspects sociaux. Voilà, donc on va peut-être pouvoir lancer la première vidéo. Oui, je m'appelle Bernard Minot, j'habite à Nice et j'ai été confronté effectivement au problème du myélome multiple à travers la maladie dont a souffert ma femme et qui est actuellement sortie d'affaires puisque maintenant elle ne consulte plus que tous les 6 mois, 8 mois. Elle avait des douleurs dorsales dès lors que l'on affrontait un petit chaos sans importance sur la route. Le paramètre déterminant avait conclu à l'existence d'un myélome multiple. Et mon épouse est entrée dans un cycle de soins approprié.
Alors, les impacts physiques du myélome multiple sur les malades sont l'anémie, la fatigue, les douleurs osseuses et le risque infectieux. L'activité physique adaptée a un réel impact sur la qualité de vie. Alors, les bénéfices de l'activité physique adaptée permettent déjà de réduire les effets secondaires liés au traitement, améliorent la fatigue, peuvent avoir un impact sur la densité osseuse, d'éviter la fonte musculaire, c'est-à-dire la sarcopénie, et maintenir le conditionnement physique et surtout améliorer la qualité du sommeil également. Alors j'ai toujours fait du sport déjà, ça m'a beaucoup déjà aidé pendant mon autogreffe. Je fais du sport en salle que j'ai repris après l'autogreffe. Je fais de la marche, je fais voilà, beaucoup de choses comme ça. Puis je suis très active, voilà. Je bouge beaucoup, quoi. Ça m'apporte un bien-être, je me sens bien dans ma peau, quoi, disons. On ne pense plus à rien quand on fait le sport, voilà. Un malade du myélome peut pratiquer beaucoup d'activités physiques adaptées à condition qu'elles répondent donc au cas clinique du patient et à la forme du moment. On peut citer de la marche, une marche quotidienne à intensité modérée. On peut citer du vélo d'appartement, pareil à une faible intensité ou à une intensité modérée. On parle également de renforcement musculaire qui pourra soutenir le système squelettique et permettant aussi les muscles posturaux. Et on peut aussi citer des gyms douces permettant de travailler l'équilibre, la souplesse et la mobilité. Dès le début des consultations que nous avons faites, j'ai remarqué une affiche de la Camille et je lui ai dit tout de suite, il faut que tu fasses cela. Et puis lorsque je suis allé la visiter dans l'unité séparée dans laquelle elle a reçu l'autogreffe, et que j'ai vu ce vélo, je me suis dit mais c'était extraordinaire qu'il y ait un vélo alors qu'elle ne tient pas debout. Et puis de jour en jour, le temps de pédalage augmentait, mais voilà, elle est sortie au bout d'une quinzaine de jours au lieu de rester les 3 semaines envisagées. Et puis par la suite, elle n'a cessé de participer à des séances adaptées de gym et puis de marcher, puisqu'elle a pu faire un voyage à Madère et puis faire des randonnées dans les 8-10 mois qui ont suivi cette autogreffe. Alors, le conseil que je peux donner dans un premier temps pour une personne qui attaque une activité physique, c'est l'adaptation. Donc, toujours écouter son corps, écouter ses sensations. Le myélome multiple touche principalement la colonne vertébrale, donc il faut être très vigilant et ne pas être trop brutal et adapter l'activité. Bien. Déjà des commentaires de nos intervenants, Dr Sontag, Dr Chéron. Oui, je pense que c'est important. On voit qu'il y a plein d'initiatives qui naissent à droite, à gauche, et je pense que c'est le meilleur reflet de l'amélioration de la qualité de vie chez les patients atteints de myélome. C'est-à-dire que pouvoir faire de l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui était impensable il y a 20 ans. Quand on avait cette maladie-là, il fallait d'abord essayer de ne pas avoir de douleur. C'était franchement un des premiers objectifs des médecins. Maintenant, le fait de pouvoir s'y intéresser, moi, je pense que si on m'avait dit il y a 20 ans que je m'intéresserais à ça, je n'y aurais pas cru, en fait. C'est une maladie où les nouvelles thérapeutiques permettent de mettre à plat la maladie. On a maintenant des patients qui vont vivre longtemps, soit sous traitement en cours, soit en rémission complète. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à cette qualité de vie et à mettre en avant tout ce qui peut améliorer la qualité de vie, améliorer l'immunité. Je pense que les éléments qu'on entend, c'est que il faut adapter. Il n'y a pas de contre-indication, il faut adapter. Et plutôt que penser en je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, plutôt penser en comment je peux adapter l'activité physique qui me ferait plaisir pour pouvoir la rendre possible et agréable. Oui, Donc, oui, en effet, chercheurs. je pense que ce qui est important, c'est de bien dire que c'est une activité physique adaptée. C'est essentiel. C'est que
dans le cadre d'une discussion avec toute l'équipe pluridisciplinaire, cela doit se décider en staff, c'est-à-dire avec le médecin clinicien hématologue, avec l'équipe de rééducation, car chaque cas clinique est complètement différent et qu'on doit y aller par étapes. D'où l'intérêt de ces staffs pluridisciplinaires. On discutera du cas clinique du patient et où on dira avec le kiné ou l'APA, oui, il peut faire ça, ou non, il ne peut pas faire ça. Il faut y aller de manière très progressive. Car certains patients, en effet, atteints de myélome, arrivent dans des conditions quand même sévères. Ils ont une performance, certains ont une performance à 4 quand ils arrivent. Et l'objectif, en effet, c'est qu'au bout de 3 4 semaines, ils puissent avoir un performance status amélioré, c'est-à-dire être au moins à 1 et de poursuivre ensuite cette activité physique à la sortie de l'hospitalisation et de trouver en effet les bons professionnels de santé, les bons kinés, les bons APA, la bonne maison de sport santé qui connaît cette maladie. Et ça, je crois que c'est très, très important et que ça doit toujours se discuter en équipe, les médecins et l'équipe de rééducation. Je rajouterai juste cela et d'inclure en fait dans ce projet thérapeutique, d'inclure les aidants. Car les aidants, ils souffrent aussi d'entendre j'ai mal, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et en fait, ça doit être une décision même prise avec la famille ou les aidants. Je rajouterai juste cela. On a une question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire. Je fais de la kiné depuis des mois à cause d'une fracture spontanée du fémur. Actuellement en balnéothérapie, je fais des exercices dans l'eau qui me font du bien sur le moment, mais les douleurs sont réactivées après. Pensez-vous que les kinés soient formés généralement à ce type de maladie? Alors, dans les centres hospitaliers, je dirais oui. En ville, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile. C'est pourquoi il faut que le réseau hôpital-ville travaille ensemble. Et ce qu'on réalise, nous, quand le patient, il sort avec bien sûr ses ordonnances de traitement, mais il sort également avec une ordonnance de kinésithérapie bien détaillée que l'on fait le médecin avec l'équipe de rééducation. Ou alors, si on l'oriente vers une maison sport santé, on dit ben, qu'il faut travailler l'équilibre, qu'il faut travailler le renforcement musculaire. Donc, il faut des consignes bien détaillées, bien écrites que l'on transmet aux kinés de ville. Car en effet, les kinés de ville ne sont pas toujours formés. Je suis entièrement d'accord. Je, 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 je suis du coup moi attirée par la question aussi de la douleur et de la prise en charge antalgique, hein, du fait de mon activité dans une équipe spécifique. Il est vrai aussi que parfois la difficulté à une rééducation se trouve aussi dans des douleurs, soit des douleurs déjà préexistantes, soit des douleurs induites par la rééducation ou par des soins. Et je ne peux que renforcer ce que disait Madame Chéron sur l'intérêt, l'importance et la nécessité d'une bonne coordination de la prise en charge ville-hôpital, avec aussi d'autres équipes qui participent avec les référents oncologiques, les référents hémato, et notamment des consultations douleur, des consultations dédiées pour la prise en charge de la douleur de manière à améliorer la qualité de vie et à faire en sorte que le patient puisse le plus possible participer à ses soins avec le moins de douleur et d'inconfort possible, et puis évidemment avoir une qualité de vie de manière générale, avec l'impact et le retentissement aussi positif que ça a sur l'ensemble de l'entourage, évidemment. Mm. Je Alors, me, oui, je on a me plus- permets, François, il y a des questions dans le chat qui ne devraient pas être dans le chat, mais c'est pas grave, je les récupère et je vous les donne. Il y a une question sur la piscine. Quand on oui, est atteint du myélome, est-ce qu'on peut aller à la piscine malgré les risques infectieux tous les mauvais microbes qui nagent dans la piscine? il y a plusieurs questions à ce sujet. Ouais, je pense il faut quand même en parler avec son hématologue parce que dans le parcours de soins d'un patient, il y a des périodes où, en post-autogreffe, ou si on est en hypogamma sévère suite à l'utilisation d'anticorps bispécifiques, où il faut être plus vigilant qu'à d'autres. Donc, je pense qu'il faut
peut-être aussi construire le projet en disant, bah, moi, la piscine, ça m'intéresserait, en discuter avec son hématologue, qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle? Par exemple, moi, il y a des patients pour lesquels j'ai corrigé des hypogammaglobulinémies importantes, alors que le patient n'avait pas fait du tout de complications infectieuses, justement pour pouvoir améliorer son immunité, en lui disant, bah, l'objectif, c'est que d'ici, par exemple, les beaux jours, vous puissiez aller en piscine de façon correcte. Et après, il faut aussi choisir un petit peu les piscines et les horaires, éviter les périodes hyper bondées et la période hivernale pour aller en piscine. Mais autrement, c'est hyper adapté parce que vous n'avez pas le côté poids du corps. Si vous êtes dans un environnement, il y a de plus en plus de piscines qui font de l'appât aussi. Donc, je pense que c'est tout à fait adapté, mais il faut le remettre dans le parcours de soins de chaque patient. Donc, en faire un projet, hein, souvent. J'ai- ouais. En fait, je vois, je me permets, François, il y a encore une autre question que je trouve intéressante que je vais un peu modifier, mais une aidante qui dit mon époux, elle est 1 an et demi après l'autogreffe, refuse de toujours enlever le masque quand il est à l'extérieur. Là, je pense que c'est autant pour Bédra que d'un point de vue médical, mais voilà, sur la peur de ces infections, la peur voilà, qui en peut empêcher de faire des choses. Et là, y compris voilà, 1 an et demi après l'autogreffe, je ne sais pas si cette personne va bien, mais elle a toujours peur de sortir en dehors de chez elle sans avoir un masque. Euh, Oui, en effet, c'est malheureux. allez-y. Et je pense que malheureusement, ça peut être induit par les médecins. On est un peu au début, nous, très par le risque infectieux chez ces patients. Donc, c'est à nous, les médecins, avec les psychologues, de leur expliquer que voilà, on est à un temps donné, oui, il faudra peut-être porter le masque, il ne faut pas aller dans les piscines bondées, mais qu'à un moment donné, à un autre moment donné du parcours, ben, on peut enlever le masque. Et c'est vrai que ça se travaille, ça également en équipe, médecins et psychologues, pour désamorcer cette angoisse. On le voit chez les autogreffes, mais alors chez les allogreffés, c'est pire que tout. Donc, encore que la problématique soit différente, mais je pense que ça doit être un travail qui doit être fait entre le médecin et le psychologue ou la psychologue pour enlever cette peur qui est parfois, qui peut être maladive en fait, hein. Je sais pas ce qu'en pense Bédra, mais ça. Oui, 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 tout à fait. On voit bien. J'ai le souvenir comme ça d'une patiente qui était en rémission depuis plusieurs années et qui, tout ce temps, ne s'interdisait, en tout cas, par exemple, de prendre ses petits-enfants dans les bras, alors qu'il n'était pas, voilà, il n'y avait pas de rhume, il n'y avait pas d'infection. Et c'était une vraie douleur, une vraie privation pour elle. Ça veut dire aussi que euh, tout ce qui s'est passé au moment de l'annonce, au moment des traitements, en tout cas a eu un retentissement particulier. Ça peut avoir un retentissement particulier et venir marquer quelque chose comme si c'était gravé dans le marbre et comme si finalement les choses étaient figées pour toujours. Et en effet, c'est un vrai travail de collaboration entre les médecins, entre les référents et les autres professionnels, dont les psys par exemple, qui vont permettre à un moment donné de pouvoir travailler avec le patient la possibilité de défiger, en fait, de sortir de cette posture complètement cristallisée et de reprendre un équilibre de vie qui est différent de l'avant, parce qu'il y a un avant et un après, forcément, mais de pouvoir reprendre un équilibre de vie tout à fait acceptable et satisfaisant. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps. Alors des fois, c'est pas le patient, c'est pas la personne malade, mais c'est une ou deux personnes de l'entourage qui peut être complètement figé dans quelque chose avec des interdits, des limitations très importantes dans le quotidien. Ça peut être le cas, par exemple, pour l'activité physique adaptée. J'ai le souvenir comme ça, il peut y avoir un proche qui va inciter la personne malade à surtout ne jamais bouger, à se reposer, à rien faire. Et parfois, c'est aussi des représentations. Alors, bien souvent, c'est des représentations un petit peu décalé, un peu erroné, et il suffit qu'on en parle pour lever voilà, des malentendus ou des informations qui peuvent être un peu mal comprises, et puis les choses reprennent leur cours. Et puis de temps en temps, on peut se rendre compte que c'est autre chose et que c'est aussi un petit peu, parfois, avec des profils de personnes qui sont plus anxieuses, plus tendues, et il va falloir effectivement un vrai travail d'accompagnement en équipe
pour pouvoir aider les personnes à sortir de certains pièges, en fait. Voilà. On reviendra sur l'anxiété tout à l'heure. Il y a deux questions sur quelles solutions euh, concernant les douleurs neuropathiques. Oui, je pense que c'est ce que j'étais en train d'essayer de répondre. Ah, La neuropathie, c'est vraiment une des séquelles les plus invalidantes dont se plaignent les patients. Alors moi, je suis toujours étonnée de me dire, en fait, il faut continuer à chercher. Parce que moi, j'ai des patients, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils se battent avec ces neuropathies. Et en fait, chaque parcours est différent. J'ai par exemple des patients qui ont été vraiment aidés par les médicaments. Voilà, c'est des médicaments qui sont d'une classe enfin, neurologique, on va dire, dont par exemple la gabapentine fait partie, alors qu'il y a d'autres patients qui détestent ça. Euh, donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, médicamenteux. Enfin, la pharmacie peut aider. L'hypnose, l'auto-hypnose, parfois, c'est hyper impressionnant de voir que l'auto-hypnose, elle a aidé certains patients à pouvoir arriver à se calmer ses douleurs. La méditation pour certains, les massages avec aussi une forme manuelle d'arriver à pouvoir diminuer une part de lymphœdème qui accentuait les neuropathies. Donc, je pense qu'il y a vraiment à essayer de chercher. C'est vrai que parfois, c'est désespérant, puis ça évolue parfois en phase, et c'est agaçant comme douleur. Donc, souvent, les patients, ils en peuvent plus de ça. Donc, on cherche ensemble entre les possibilités médicamenteuses que le médecin peut apporter et aussi d'autres solutions. Voilà, on en trouve tout le temps. Mais c'est encore, je pense, un des points pour lequel il faut qu'on arrive à faire des progrès parce que c'est pas réglé, clairement. Juste, oui, je vais donner la parole à Bédra. Je suis obligé de le faire, Bédra, parce que voilà, moi, étant soigné à Caen à l'époque, hein, et donc j'ai pu bénéficier par rapport aux douleurs, par rapport aux douleurs neuropathiques, l'arrivée de l'équipe mobile de la douleur du CHU a vraiment été un élément voilà, prépondérant, enfin, qui a fait bouger mon vécu de la douleur grâce notamment à ce que vous disiez, Cécile, notamment avec des pratiques d'hypnose et autres, hein, et puis une approche, je dirais l'avantage, enfin, et puis une approche très globale de ce que j'étais et ce qu'on est à ce moment-là, qui est vraiment assez exceptionnelle. Donc voilà, je laisse la parole à Bédra, mais c'était juste pour un petit salut et un merci. Merci, Monsieur Gillot. Oui, moi, évidemment, je peux que renforcer ça. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance de travailler vraiment en pluridisciplinarité dans une consultation spécifique dédiée à la douleur, entre autres. Et évidemment, ce que disait le docteur Zontag est tout à fait juste, c'est-à-dire que il y a vraiment des possibilités. Et il y a des consultations dédiées avec de vraies possibilités d'amélioration, que ce soit avec des techniques médicamenteuses, alors ça c'est la part des médecins, c'est pas la mienne, mais avec des techniques non médicamenteuses qui sont vraiment très diverses, hein. Euh, Ce qui est important, c'est vraiment que vous puissiez être adressé à des professionnels compétents, d'où l'intérêt d'avoir un vrai réseau ville-hôpital et puis d'avoir des hématologues, des oncologues qui connaissent bien les ressources de leur centre hospitalier, par exemple, ou des ressources du territoire, parce que quand un patient est vraiment dans une détresse physique, là on parle de douleur physique, donc alors évidemment ça a des retentissements multiples, mais quand il y a des symptômes pénibles comme la douleur qui sont mal pris en charge, il y a aussi un risque que des patients se tournent vers d'autres personnes, je ne vais pas dire professionnelles, mais en tout cas vers d'autres possibilités qui, pour le coup, peuvent être parfois extrêmement préjudiciables et puis mettre en échec ou être une entrave aux soins de leur myélome. Donc, bien orienté vers une bonne consultation avec vraiment des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses. Alors, vous évoquiez, docteur Zontag, l'hypnose, la méditation, effectivement, la sophrologie, il y a des tas de possibilités. S'assurer toujours, parce que c'est aussi pas toujours connu, des contre-indications à ces techniques non médicamenteuses, hein. Il y a des contre-indications à l'hypnose, à la sophrologie, à la méditation. C'est tout l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire avec une bonne évaluation et un suivi au long cours de ces symptômes pénibles. tout à fait. Alors, en tant que malade, je peux témoigner que bah, les neuropathies, ça peut durer très longtemps. Et puis, bon, d'abord, nous ne sommes pas égaux. Chacun
le vit différemment et de façon totalement en intensité différente. Mais effectivement, quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de solution, le risque, c'est que les gens se tournent vers des techniques qui ne sont pas sous contrôle médical, genre des patchs de piment et des choses comme ça. Si c'est pas fait en milieu médical, ça peut provoquer des effets. Ça peut être efficace, mais si c'est fait hors cadre médical, ça peut provoquer des effets secondaires importants Alors, j'ai et vu négatifs. sur le CBD, vous l'avez vu la question? Non, Il y avait une question sur le CBD. En effet, il faut associer les techniques, comme on dit, médicamenteuses et non médicamenteuses, en sachant que certaines techniques non médicamenteuses marcheront pour Monsieur Durand et ne marcheront pas pour voilà, c'est ça. ça, c'est, voilà, on est tous différents face à la maladie et face au traitement. Ça, il faut vraiment qu'on en prenne tous conscience, non seulement les médecins, mais également les patients. Et le CBD, pourquoi pas? Oui, ça peut être une solution dans certaines unités douleur. On peut le proposer. Je ne sais pas ce qu'en pense Bédra, si ça a déjà été utilisé à Caen, mais ça peut se proposer dans les consultations douleur. Alors, il y a des centres pilotes, hein, je crois mais il y en a très très peu. Caen n'en fait pas partie. Donc pour le coup, j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais il y a des centres pilotes, il y a des, il y a des études qui sont actuellement en cours sur l'intérêt du CBD dans les douleurs, euh, voilà, en cancérologie notamment. Mm. Alors, nous avons fait une étude auprès des. Alors, l'an passé, en, en 2025, juste avant l'été, sur, comme nous le faisons tous les 2 ans, auprès des malades du myélome et de leurs proches aidants. Et alors, ce qui peut paraître surprenant, encore que, c'est que il y a également des impacts physiques chez les aidants. Vous pouvez mettre la diapo du suivant. Merci. Donc, bah, la fatigue, ça, effectivement, je dirais, c'est presque inhérent au rôle d'aidant. Mais voilà, donc, et mauvais sommeil, bon, je pense que je ne vais pas répondre à la place des médecins, mais bon, mais les médecins s'occupent des malades et un peu moins des aidants. Alors, je suis pas d'accord, François. Ah, oui. On est vraiment, on est quand même dans la prise en charge globale du patient et donc de la famille. Parce que dans le cadre de beaucoup de maladies hématologiques, mais également dans le myélome, on prend en charge, puisque c'est quand même une maladie qui dure, hein, qui est chronique, avec des hauts, des bas, on prend en charge également les soignants, les patients et les proches. Surtout, nous, dans le cadre de l'hospitalisation, on a des chambres d'hôtes pour héberger le conjoint ou la conjointe qui veut rester auprès du patient. Et donc, ils sont pris en charge également sur le plan psychologique, les aidants, ou pour l'activité physique, par exemple, ils font l'activité physique avec le patient. Donc, on les inclut dans le projet thérapeutique et s'ils sont en souffrance, on les oriente vers la psychologue. S'ils veulent participer à l'activité physique et voir ce que le patient est capable de faire, on les inclut vraiment dans le projet. Donc, on essaie en tout cas, de prendre en charge les patients et les proches en même temps. Parce qu'en effet, il ne faut pas les oublier, ils vivent des choses très difficiles quand il y a des douleurs, quand il y a un handicap ou les neuropathies particulièrement invalidantes. Il faut les prendre en charge également. Alors, je sais pas si j'ai fait une enquête en disant que les médecins ne les prenaient pas en charge. Je ne dis pas toujours. D'accord. Juste Nathalie, c'était simplement dans l'enquête, il y a une plus grande insatisfaction ce qui nous a surpris dans cette enquête, c'est que globalement, que ce soit malade et aidant, il y a une image, une image positive des relations avec les soignants, y compris les médecins traitants d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, mais quand même avec un décalage
beaucoup plus important du niveau des aidants. Et voilà. Et des aidants qui expriment une plus grande insatisfaction vis-à-vis de l'hématologue. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, par contre, c'est que ce qu'ils n'arrivent pas à voir près de l'hématologue, ils nous disaient qu'ils allaient la chercher près de leur médecin traitant. Oui, normal, oui. Ouais, voilà. Donc c'était un peu dans ce sens, un peu dans ce sens-là que les choses s'exprimaient. Et quand même, et dans l'enquête, hein, pour revenir sur les aidants, globalement, enfin, mais ça, j'invente rien, mais pas seulement dans le myélome, les aidants enfin, ne prennent pas suffisamment soin d'eux, et d'où l'importance de ce que vous faites, notamment avec l'activité physique adaptée, partagée, ou ce qu'on fait à Caen aussi, enfin, moi j'ai des souvenirs de l'essentiel des groupes de parole où sont présents les malades et les aidants, voilà, où les échanges, l'apport que ça peut faire, que les aidants entendent ce que vivent les malades et les malades entendent ce que vivent les aidants, c'est quelque chose de très important. Moi, je rajouterais que durant la période du Covid, moi, ça m'avait frappé de l'apport des aidants dans les consultations. Parce que brutalement, j'avais eu que des consultations où il n'y avait plus d'aidants. Et Ouais. je me rendais compte de toute l'information que je recueillais aussi au travers des aidants. Donc, il y avait deux choses. Il y avait certains patients qui parfois s'appuyaient beaucoup sur l'aidant. Et là, ils se retrouvaient un peu perdus. Et puis après, on arrivait à remettre de la confiance et ça allait quand même. Mais moi, j'ai vraiment mesuré l'appui des aidants au moment du Covid, en fait, où je sentais que mes consultations elles étaient plus longues pour aboutir à l'information, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Ben, en fait, les dents, c'est aussi quelqu'un qu'on écoute beaucoup parce qu'il apporte pas mal d'informations. Et il va parfois, le patient, il dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Et ça va être les dents qui dit, mais, quand même, il y a ça aussi, il y a ça. Mais vous avez raison, très peu d'aidants vont dire c'est difficile pour moi. Ils vont toujours se mettre en retrait et je pense qu'il faut qu'on les encourage à prendre soin d'eux, à retourner vers le médecin traitant et à pouvoir ben voilà, avoir aussi de l'aide eux parce que la situation et la sensation parfois d'impuissance, elle est énorme. Ouais, il faut aider les aidants. Oui, L'aidant est un vrai partenaire, hein, on s'en rend compte, est un vrai partenaire, mais du coup, le revers de ça, c'est-à-dire qu'on compte, nous, professionnels de santé, on s'appuie beaucoup sur les aidants. Et il faut aussi qu'on soit vigilant à ce qu'il y ait un espace aussi euh, pour les dents et qu'ils puissent évidemment autant que possible pouvoir se ressourcer ailleurs, autrement, etc. Et puis je rejoins ce que disait Madame Chéron. Moi, je trouve que, euh, en tout cas, mon expérience me fait dire que d'une manière générale, on est quand même vraiment sollicité par les hématos, par les oncologues, justement pour prêter une attention particulière aux personnes de l'entourage. C'est quelque chose qui fait partie de la prise en charge médicale, je trouve, et de plus en plus ces dernières années. C'est-à-dire que on voit bien, étant donné qu'on s'appuie beaucoup sur l'entourage, on voit bien à quel point il y a une nécessité aussi à tenir compte des besoins propres. Ah, évidemment, l'hématologue, c'est pas l'hématologue du conjoint ou de la conjointe, bien évidemment, mais c'est l'hématologue qui est aux prises avec une situation clinique particulière et du coup tenir compte de l'écologie du patient, ça fait partie du job, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Mm. Et d'autant plus qu'actuellement, on a quand même des patients atteints de myélome ou des patientes jeunes, avec un conjoint donc jeune, 40, voilà, avec souvent des enfants. Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 c'est de plus en plus, ouais, en effet. Donc avec des besoins vraiment particuliers, hein. Ouais. Et en effet, une prise en charge particulièrement complexe quand vous avez Tout à fait, un enfant, tout à fait. la maman est malade ou le papa. Mm, Bah, il faut bien sûr les prendre en charge et les orienter tout à fait. car ils vivent des situations Mm, particulièrement difficiles. Hein, quand mm, une femme arrive en état de compression médulaire, pour une petite fille qui va à l'école et qui voit plus sa maman, c'est compliqué. mm, mm. Ça aussi, Oui, toutes les questions autour de l'arrêt de l'activité professionnelle, avec tout ce que ça peut engendrer, voilà, la situation financière,
peut-être on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments de cet après-midi, mais oui, oui, ça complexifie considérablement la prise en charge et qui appartient aussi en propre au médecin traitant, c'est-à-dire, alors, le médecin traitant, je vous dis, l'oncologue qui va aussi du coup réfléchir en termes d'orientation, d'interpellation de ressources différentes. Donc, c'est une vraie prise en charge globale. Voilà, c'est le patient et son entourage, véritablement. Mm. Pluridisciplinaire, parce que Absolument, absolument. il y a Mm. Alors, etc. pour, clore sur ce sujet de l'activité physique adaptée dans le cadre du myélome, vous pouvez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Euh, euh, voilà. Alors, la F3M propose pendant le mois de mars, qui est le mois du myélome, donc, outre ces rencontres numériques du myélome, on propose également de bouger de bouger à travers une application qui s'appelle sur Facebook qui s'appelle Myelorun. Alors le but c'est de bouger. Le but, alors chacun, on n'a pas besoin de faire un marathon, hein. Chacun marche à son rythme et comme il peut. Il y a des gens qui font 2,5 km et qui c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Il y en a d'autres qui font 25 km. Bon, 25 km, on peut penser que c'est pas forcément des malades, ça peut être des aidants. Voilà. Et puis on a lancé un petit défi euh, par région. Alors, c'est pas les régions administratives françaises, c'est les régions à F3M qui n'ont pas forcément le même périmètre. Voilà. Et c'est un petit défi interrégional amical. Donc, si vous n'aviez pas encore, vous pouvez marcher et vous pouvez publier vos kilomètres de marche ou de course sur le groupe Facebook Bielorun. Voilà. Et Ah, puis, oui, j'ai mis le lien pour ceux qui potentiellement ne peuvent pas scanner le QR code qui est sur la page. J'ai mis le lien si vous voulez dans le chat et je le mettrai aussi dans la description YouTube en replay. Donc vous pouvez encore participer et on peut être gentil et faire par rétroactivité depuis le 1er mars. En tout cas, alors, et puis, ça a mis dans les services, alors là, moi je parle pour le mien, mais une forme de... Ça a encouragé les gens à bouger plus, et notamment auprès des soignants aussi. Donc je trouve que c'est chouette, c'est une belle initiative faite avec juste l'envie de partager. Moi, je trouve que la F3M a toujours des initiatives vraiment chouettes. Moi, j'ai vu les soignants qui encourageaient les patients à aller marcher en leur disant, bah, moi, ce week-end, je vais aussi aller faire un trail. Un autre patient qui disait, ben moi, je vais maintenant à la poste à pied, aller-retour, au lieu d'y aller en voiture, sur des petites distances. Et tout le monde s'est mis à s'encourager les uns les autres avec les soignants comme les soignés. C'est assez rigolo et ça a animé pas mal de discussions dans la salle d'attente. Voilà. Super. Juste, je me permets rapidement, je vois une question là à propos de où peut-on trouver, où se renseigner pour le sport adapté à part les CPTS. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre centre hospitalier, là où vous êtes soigné, pris en charge. On vous orientera. Il y a les maisons sport et santé, il y a certains médecins généralistes qui sont bien au courant des ressources de territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers votre centre hospitalier qui peut vous orienter de la bonne manière pour le sport adapté. Voilà. Il y a la Ligue aussi, hein, la Ligue contre le Bien cancer sûr, bien sûr. qui propose pas mal de Oui, choses. oui. Dans le film, il y avait la Camille, hein, enfin voilà, il y a plein de,
Et aussi, souvent, on peut avoir des ressources qui ne sont pas connues quand on habite très loin, comme moi, des grands centres. Il y a des ressources locales où il y a, dans un club sportif, il y a une session spéciale pour les gens qui sont, voilà, qui sont un Oui, peu tout à plus. fait. Et il faut vraiment aller chercher ces ressources. On a une vie associative française très riche et on a parfois des ressources qui peuvent être vraiment très adaptées. Moi, je sais que j'ai repris l'activité physique au sein d'un groupe de retraités qui était beaucoup plus dynamique que moi au départ, mais voilà, mais ce qui m'a permis de reprendre l'activité physique d'une manière tranquille, quoi. Bien. Parce il y a celles et ceux qui disent de le faire, et puis il y a celles et ceux qui montrent l'exemple. Mon Dieu, Voilà. la tête pas réveillée là. Et, et juste pour finir sur Mailoren, le beau logo est l'œuvre d'Audrey. Voilà. Merci. Super. Ça te donne envie de mettre les Bon, baskets, Audrey. Merci. bien. Ah oui, on a la photo de Cécile Ah, sur la diapo, une demi-Cécile. demi-Cécile au bord du Rhin, là, hein, passant de l'autre côté de la frontière. Alors, vous n'êtes pas obligé de publier vos photos, hein. Vous pouvez publier il y en a qui ont publié des photos de leurs pieds. Bon, d'accord. Il y en a qui ont publié des photos de ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc, bien. Le Ah voilà, principal, c'est l'important de c'est bouger. l'émulation et le plaisir, hein. Le plaisir de faire Voilà. les choses. On a parlé d'activité physique adaptée, mais c'est essentiel le plaisir de faire les choses, quoi. Voilà. Ah, alors, vu que je vois deux commentaires et que j'ai déjà répondu une seule fois, alors effectivement, pour la première année de Miel-Lorraine, exceptionnellement, ça sera que sur Facebook. Parce que voilà, ça s'est fait comme ça. On vous promet potentiellement que pour l'année prochaine, on trouvera une autre solution. Mais c'est vrai que pour cette année, c'est sur Facebook. Sachez qu'il y en a qui ont créé des comptes pour y participer. Et comme on disait juste avant, vous n'êtes pas obligé, si vous ne le voulez pas, partager des photos de votre visage. Vous pouvez effectivement partager soit rien, voilà, juste le fait que vous avez marché, hein, ça marche très très bien, le logo, une photo du paysage, tout fonctionne, voilà. Il y a même qui ont passé la photo du compteur du tapis de marche, de leur tapis de marche. Voilà. Oui, Alors, et puis, et si vous avez un peu de mal à vous mettre en route, alors ça aussi, on va vous mettre le lien. c'est déjà fait. C'est déjà fait, bon, merci. Donc, Soundtag a fait un, un podcast pour vous mettre en route et que vous faisiez une trentaine de minutes d'exercice physique. Voilà. Progressif. Je peux vous dire d'où ça a venu l'idée. Moi, c'est clairement au moment du Covid où, en fait, par moment, je me disais, il faut que j'aille bouger, mais j'avais ni le temps, ni l'envie. Et en fait, j'écoutais des podcasts pour essayer de varier mon allure, en fait, pour faire du fractionné. Donc, c'était en course à pied, mais c'est tout à fait adaptable à n'importe quelle autre activité, que ce soit du vélo ou de la marche rapide. Donc, l'idée, c'était de faire un petit peu varier les allures. Donc, c'est ça que j'ai essayé. C'est très certainement améliorable. J'espère juste que ma voix n'est pas trop saoulante dans ce podcast. Mais l'intérêt, c'était de vous donner des informations sur pourquoi est-ce que l'activité physique, c'est quelque chose qui fait du bien à l'ensemble du corps, et notamment sur le plan cardiovasculaire, parce que ça, c'est prouvé, en fait, qu'en allant régulièrement faire de l'activité physique, vous allez apporter plein de bienfaits à votre corps, que ce soit sur le plan musculaire ou sur le plan cardiovasculaire. Je pense que Nathalie Chéron, elle peut vraiment abonder dans ce sens, et elle a sûrement des connaissances que je n'ai pas sur tout le côté progression, adaptation, récupération après un parcours parfois difficile et parsemé d'embûches. On peut que vous encourager à aller bouger. Et même si parfois c'est difficile et pénible, je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que vous vous programmiez l'activité physique, de créer des habitudes, peu importe quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est tous les vendredis, je vais faire ça? Est-ce que c'est
tous les jours pair, je fais quelque chose. Créer des habitudes qui petit à petit vont rentrer dans votre emploi du temps parce que c'est qu'avec de la répétition et de l'encouragement que votre corps va s'améliorer sur le plan cardiovasculaire et musculaire. Alors moi, juste une expérience qu'on fait depuis maintenant quelques années, 10 ans, on fait des randonnées avec les patients, les soignants, les proches, tous main dans la main, c'est-à-dire et dans les soignants, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a l'équipe de rééducation, et, et on est tous sur le même niveau. Donc, il y en a qui marchent plus vite que d'autres. Bon, chacun a son rythme, et ces parcours de marche, parce qu'on a la chance d'avoir un hôpital avec 85 hectares, on fait ces parties adaptées à chacun et qui sont quand même encadrés et sécurisés puisqu'il y a des médecins, l'équipe de rééducation et des infirmières avec les patients et les proches. Donc on est vraiment tous sur le même niveau et peu importe s'il y en a qui font 2 kilomètres, s'il y en a qui font 10 kilomètres et c'est super pour montrer qu'en effet on est tous au même niveau. Et je trouve que c'est très stimulant pour les patients et les proches de voir que les soignants sont avec eux main dans la main. C'est un peu nous leur guide et eux sont les ambassadeurs de l'activité physique. Voilà. Donc, et ça, je pense qu'on pourrait faire ça avec la F3M. Hein. Voilà, les patients, les proches et les médecins de la F3M. Voilà, prochain projet en fin 2026, sous la neige, en Alsace. On a la chance d'avoir ça, nous aussi, en Normandie. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, une ou deux fois par an, il y a une marche avec pique-nique. Il y a toute une journée organisée avec, évidemment, patients, entourage, professionnels de santé. Donc, j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir y participer, mais j'en entends beaucoup parler. Ce sont des moments extrêmement conviviaux et qui apportent beaucoup, beaucoup de satisfaction à tout le monde. Ouais. Et on ne parle pas de maladie ce jour-là. Hein. On parle Non? Mhm. Ah non, non, c'est un vrai moment de partage, de pique-nique, de marche, de voilà. Mm. Bien. On va, alors, même si on en a déjà parlé un petit peu à travers les débats qui viennent d'avoir lieu, on va parler des impacts psychologiques du myélome sur la qualité de vie. Alors, c'est vrai qu'au niveau du myélome indolent, ça a été déjà une surprise. Ce n'est pas encore la maladie, c'est comme une pré-maladie en fait. Alors, quand mon myélome s'est déclaré, ça m'a comme un peu soulagée. C'est un peu paradoxal, hein, mais j'ai vécu ça un peu comme, voilà, on part au combat et puis on y va, quoi. Alors l'autogreffe, voilà, ça m'a beaucoup angoissée quand même parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, on entend plein de choses. Alors moi, autogreffe pendant le Covid quand même. Hein. Donc j'ai dit, il faut que je trouve quelqu'un pour me rassurer. J'ai trouvé une personne qui en était déjà à sa deuxième autogreffe. Donc je l'ai appelée la veille en fait. Je partais le lendemain, je l'appelle la veille et qui me dit, voilà, moi j'en suis à ma deuxième, ne panique pas, ça va bien se passer. Et du coup, j'y suis quand même partie avec beaucoup moins d'appréhension. Bon, j'étais bien après l'autogreffe en fait. Alors, la maladie, bien évidemment, va affecter non seulement le corps, mais va affecter l'esprit et engendrer énormément d'émotions pour le malade et pour les aidants. Et effectivement, chaque personne va devoir se réapproprier des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, va devoir recomposer avec des angoisses, avec des peurs, avec une épée Damoclès, avec de la fatigue, avec un tourbillon d'émotions que la maladie va venir réactiver et pour la personne malade et pour son proche aidant. On a emmagasiné des images de ce qu'était un malade, de ce qu'était un malade du cancer, de ce qu'était un aidant, et j'ai vu tout faux. Moi, je pensais que mon malade, il allait dire quand il aurait peur, quand il aurait mal, etc. Pas du tout. Et vraiment, voilà, il faut décrypter la nouvelle personne qu'on a en face de nous, être à l'écoute et vraiment s'ajuster. Voilà, vraiment s'ajuster au fur et à mesure. Le premier axe, c'est déjà de s'informer, parce que lorsque l'on s'informe, de façon générale, on apprivoise la peur. Le deuxième axe, c'est de se faire accompagner.
se faire accompagner par des professionnels, se faire accompagner par des proches, en parler, ne pas hésiter à communiquer. Et le troisième axe, ça va être sculpter des pauses au quotidien, donc ne pas culpabiliser quand on a besoin de récupérer, quand on a besoin de recharger des batteries, ne pas hésiter à respirer, à investir des activités pour se détendre. Les soins de support sont essentiels et complémentaires. Parmi les soins de support, on va retrouver bien évidemment les accompagnements par des professionnels, des personnes qui vous conviennent, qui sont capables d'accueillir vos émotions, tout professionnel qui peut être aidant. Alors j'ai trouvé le soutien dans ma famille, mes enfants, mon mari, mon frère, ma sœur, voilà, mes copines, mes voisins, mes voisines, puis d'autres malades du myélome que j'ai rencontrés suite à des échanges qui font du bien. Et puis voilà, et puis la vie continue. Je voyais déjà une psychologue pour une autre thématique, donc ça a permis de poursuivre les choses. Et puis je couds et je tricote énormément, donc voilà, j'avais toujours... Et puis j'ai trouvé aussi du réconfort dans la lecture, je suis fan de polar, donc toujours avoir un bon polar en cas d'insomnie pour pouvoir occuper la pensée, pour pouvoir avoir un soutien. Les aidants sont inévitablement des protecteurs, des piliers qui sont invisibles et qui portent un lourd fardeau, et c'est important pour eux d'avoir toujours la possibilité de recharger leur batterie, de lâcher aussi un petit peu la corde. Donc lâcher la corde, ça veut dire peut-être aussi accepter de déléguer, accepter de passer des relais, accepter de faire confiance aux autres, accepter d'exprimer ses limites, ses besoins. C'est aussi arrêter de se sentir coupable quand on est fatigué, c'est communiquer ouvertement les choses avec le malade, avec les professionnels, c'est pouvoir prendre soin de soi, vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même. Bien, alors, donc, comme on l'a découvert dans la vidéo, les troubles anxieux sont prédominants. Mais bon, je laisse la parole aux soignants qui voient les malades lors des consultations. Mais il y a une chose importante, donc on y reviendra tout à l'heure, c'est que en fait, les impacts psychologiques en fait, sont plus importants chez les aidants que chez les malades. Ce que vous confirmez? Alors, moi, je vois autant d'aidants que de personnes malades. Euh, je, je, je ne sais pas si je formulerais de la manière suivante de mon expérience, que c'est plus fort d'un côté que de l'autre. Par contre, c'est différent. C'est par nature, euh, c'est le retentissement, l'impact est différent. Euh, et ce que j'entendais, ce que la collègue disait dans la vidéo, la nécessité évidemment pour les aidants de trouver des points de ressources et des espaces voilà, où ils peuvent un peu recharger leur batterie. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, à l'unanimité, évidemment, tout le monde, les malades, les aidants, les professionnels de santé, on est tous très attentifs à ça. La difficulté étant que ça se commande pas cette affaire-là, c'est-à-dire que ça se décrète pas. Un aidant est aux prises avec une situation difficile et souvent, il y a quelque chose qui se ferme autour de lui. Et c'est vrai qu'avec toutes les bonnes volontés, on peut être amené à lui dire qu'il faut faire attention. Je voyais les questions là une personne qui disait, mais moi, on m'a juste dit voilà, qu'il fallait prendre soin de moi. Mais voilà, ça c'est loin de suffire de dire prenez soin de vous, essayez de faire du sport. Ça ne se décrète pas. Ça peut être bien plus compliqué que ça. Et très couramment, les proches qui sont aux prises comme ça, avec l'impossibilité à prendre soin d'eux,
le plus souvent, ça nécessite quand même la prise en charge par un professionnel. C'est souvent, nous, au décours de ces situations d'épuisement, qu'on est interpellé et qu'on prend en charge. Parce que ça ne suffit pas, voilà, décider de prendre soin de soi n'est pas chose aisée. Et à un moment donné, les choses sont très enfermantes. Et là, il y a nécessité vraiment à une prise en charge par des professionnels. Bien évidemment, les hématologues sont des, des personnes vraiment centrales et pivots là-dedans, parce que les médecins, les soignants vont être les premiers à repérer ces situations d'épuisement, y compris quand les dents ne les formule pas, c'est-à-dire ne dit pas qu'il est fatigué, ne dit pas. C'est au décours de plusieurs petites alertes ou indices. Et nous, on s'appuie vraiment pleinement sur les équipes référentes pour nous adresser les aidants qui peuvent être en grande difficulté. En grande difficulté. Alors, s'ajoute à cela toute la culpabilité inhérente à la condition d'aidant, c'est-à-dire, c'est pas moi qui suis malade, donc pour faire court, je caricature un peu, mais c'est pas moi qui ne suis malade, donc j'ai vraiment pas lieu de me plaindre. Et ça, c'est extrêmement piégeant. Mais je pense que vous les avez. Voilà, c'est des choses que vous avez observées, évidemment, les uns et les autres, et probablement que ce sont des choses vécues qui doivent rappeler des expériences voilà, aux participants. On a une question aussi qui est intéressante parce qu'elle doit concerner quand même un certain nombre de personnes. Quelqu'un qui a un myélome indolent et qui a le moral en berne parce que elle n'est pas vraiment malade, mais bon, euh, euh, mais malgré tout, la situation influe sur son moral. Il- Que c'est des certaines situations où le côté questionnement sur l'avenir et est-ce que ça va évoluer peut être très difficile à gérer. Enfin, moi, je connais des patients avec des myélomes indolents qui ont un vécu émotionnel enfin, très pénible et enfin, je le comprends. Après, je pense que il faut probablement pas rester passif parce que c'est la situation la plus difficile en fait. Comme on dit, bah c'est comme ça. Et certains disaient, bah moi j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire et on m'a dit, bah rien. Et souvent c'est ça. Donc c'est dans ces situations-là où, enfin, moi j'encourage. On n'a pas de médicaments pour stimuler l'immunité, mais on a justement le fait de bouger, de manger de façon équilibrée et de garder de la force musculaire, ça c'est prouvé dans des études scientifiques, ça améliore l'immunité. Donc je pense qu'il faut rester actif dans ce côté-là, même si malheureusement parfois on ne peut pas éviter l'évolution. Fixer des étapes en disant ben, je suis bien suivi, ne pas hésiter à demander s'il existe un protocole de suivi scientifique. Là aussi, ça peut rassurer de dire je suis pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, je suis dans un protocole d'études, je peux bénéficier des thérapeutiques si elles sont utiles. Mais parfois, c'est des périodes. Moi, j'ai des patients avec des myélomes indolents qui avaient une angoisse terrible, qui au fur et à mesure se sont calmés et qui sont toujours pas traités pour certains 10 ans après. C'est vraiment, je me permets, François, c'est vraiment moi qui fais beaucoup d'écoute téléphonique auprès de malades. C'est vraiment des personnes pour qui j'ai le plus de difficultés à répondre, des personnes qui ne sont pas encore traitées, parce que voilà, c'est un peu contre-intuitif dans notre société aujourd'hui. Si on peut faire quelque chose en prévention, forcément on nous trouve quelque chose. Forcément, il va y avoir un traitement de prévention pour que je ne sois pas malade. Et là, pour le myélome, cette image qui est classique dans notre société ne fonctionne pas. Et c'est vraiment des gens qui sont. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à l'information sur parce que à la fois il faut pas les amener dans la maladie, parce que ça peut, comme vous disiez, si ça peut être dans des années, et puis en même temps de pas leur cacher l'information, il faut vraiment trouver l'équilibre, n'est pas facile, et surtout, enfin voilà, là je voyais un message, je ne suis pas malade, etc. Sous pas culpabiliser, non, c'est vrai que c'est pas une annonce, c'est pas une annonce anodine pour les myélomes indolents, et je pense que c'est important de vraiment de bien les accompagner ces personnes-là. Mais c'est pas facile. En effet, c'est très très difficile parce qu'en fait, ils ont le nom d'une maladie, ils ont le nom, mais il n'y a pas de traitement. Et donc, Ouais. avec une épée de Damoclès, qu'est-ce qui va se passer et quand et comment?
Ça me fait penser un peu aux patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique stade A, c'est-à-dire on ne les traite pas, mais on les surveille. Et ils se demandent, mais alors quand est-ce que ça va évoluer? Et c'est un peu la même problématique. Donc c'est vrai que c'est très anxiogène et ils sont là en attente. Et là, je pense que parfois, il faut les orienter en fait vers une équipe de psychopathologie, hein, certains, pour un peu... C'est vrai. Mm. Et je trouve intéressant le témoignage de la personne au tout début de la vidéo qui dit ben moi j'avais un myélome indolent et paradoxalement ça m'a soulagée de savoir que fallait que je rentre, voilà, que je démarre les traitements. Alors il n'y a rien de paradoxal là-dedans, c'est-à-dire que la situation de doute et d'attente dans l'inconnu, elle peut être tellement insoutenable et intenable à certains moments que le fait de dire, bon voilà, maintenant il est temps de démarrer les traitements, voilà, le myélome est entre guillemets déclaré, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais il faut vraiment démarrer une prise en charge, ça vient lever un doute, un mystère, et puis ça intègre le patient dans une démarche de soins qui est quelque chose de plus connu pour lui. Voilà, on le fait quelque chose, euh, il prend une part là-dedans, et c'est vrai que la situation de non-traitement et d'attente, que ça tombe à un moment donné, ça peut être intenable. Et en effet, ça peut nécessiter de rencontrer un psychologue pour aider à faire avec une situation qu'on ne peut pas changer, en fait. Comment faire face à une situation qu'on ne peut pas modifier. Voilà. Mm. Alors, donc, à la F3M, pour aider les malades et les aidants, euh, donc, nous avons mis en place dans certaines régions, ça n'existe pas partout, mais des groupes de parole. Vous pouvez mettre la diapo suivante, et puis Bédra va pouvoir nous parler un peu des groupes de parole. Oui, c'est ce que vous disiez, Monsieur Gillot, tout à l'heure. À Caen, voilà, on a, avec évidemment à l'initiative de la F3M, c'est la F3M qui est venue nous rencontrer au CHU de Caen pour mettre en place un groupe de parole qu'on a souhaité, nous, donc évidemment, il est co-animé par moi et un représentant de la F3M, une représentante de la F3M. On a souhaité que ce soit un groupe ouvert, c'est-à-dire vient qui veut quand il veut, de patients et de proches euh, atteints de myélome. Alors, Monsieur Gillot en parlera bien mieux que moi en tant qu'usager de ce groupe pendant plusieurs années. Ce groupe est vraiment intéressant dans la mesure. Alors, on ne répond pas aux questions médicales propres, un peu comme on fait ici, parce que c'est vraiment la part de la relation entre le malade et son médecin. Mais c'est vraiment un lieu où on vient parler de ce qu'on vit, chacun de sa place, c'est-à-dire le malade et ou le proche. Alors, proche, pas forcément un membre de la famille, hein. Il y a des personnes qui sont venues accompagnées d'amis parce qu'on considère que ça fait partie de l'entourage. Donc l'idée, c'est que vraiment chacun vienne partager ce qu'il vit et ce qu'il ressent de sa place. Et c'est dans l'échange avec les autres que finalement on trouve dans les ressources du groupe la manière de trouver des moyens de s'accommoder de cette situation de malade ou d'aidant. Donc c'est vraiment un groupe très riche et je peux que encourager à tous ceux qui nous écoutent d'aller interpeller la F3M localement pour mettre en place des moments comme ça d'échange et de discussion sur ce qui se traverse et sur ce qui se vit quand on est atteint de myélome ou quand on est un proche atteint de myélome. Mais je pense que Monsieur Gillot en parlerait certainement bien mieux que moi de son expérience. J'ai toujours, je prends souvent cet exemple-là. Je me souviens dans le groupe de parole d'échange. Alors, c'était du médical, mais c'était un échange où il n'y avait pas de médecin sur comment chacun bricolait avec avec sa dexaméthasone pour la prendre. Oh là là, non, non, si j'ai du sport demain, je vais la prendre, ma dexaméthasone, et d'autres, bah moi, non, je la prends pas parce que j'ai tel truc. Voilà. Et chacun expliquait, alors voilà, son bricolage, ce qu'on n'aurait jamais osé dire devant les médecins. Et voilà, on l'échangeait. Juste dire quand même l'importance de la présence d'une psychologue dans ces groupes.
hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des prises en charge thérapeutiques individuelles, mais voilà. Mais quand on est dans un groupe de parole comme ça, on a la garantie, d'abord que ça reste à l'intérieur du groupe. Que les échanges restent à l'intérieur du groupe. Le rôle de la psychologue aussi, elle est là pour assurer la bienveillance, c'est-à-dire que il y aura pas de jugement, j'ai le souvenir de gens qui participent à un groupe de parole et qui en sont très contents sans jamais dire un mot. Voilà, simplement d'entendre ce que vivent les autres. Voilà, c'est juste par rapport aux psychologues. Tout à l'heure, on parlait des suivis psychologiques, enfin, ou des interventions, enfin, comme des groupes de parole. Il y a pas de moment, enfin, il y a pas de moment. On va pas préconiser un moment idéal pour être suivi psychologiquement, pour être aidé psychologiquement. Quelqu'un qui est en mélome indolent, par exemple, il peut avoir besoin de l'apport de la psychologue à ce moment-là, et après, il n'en aura plus besoin. Et puis parfois, c'est à d'autres moments. Moi, je me souviens, par exemple, c'est quand tout allait bien que j'ai eu davantage besoin d'aide psychologique, et pas du tout au moment où c'était la grosse pagaille, je dirais. Voilà. Donc, faut avoir je dirais une approche. C'est une aide comme une autre et qui est essentielle et qu'il faut, voilà. Et les groupes de parole, oui, de la F3M, moi, je tiens beaucoup à ce qu'ils soient co-animés par un bénévole qui est formé et par un ou une psychologue, parce qu'il y a peu d'hommes, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, et de voir ce que ça apporte, cet échange, pouvoir échanger entre nous dans des bonnes conditions. C'est vraiment essentiel, quoi, et ça apporte beaucoup. Je dis souvent que se comparer entre malades, c'est pas forcément une bonne chose, mais se servir de l'expérience de l'autre, entendre l'expérience de l'autre pour construire sa propre expérience, là, ça devient quelque chose de super intéressant. Donc, merci à tous les psychologues et à tous les bénévoles de l'association qui animent ces groupes. Je crois en avoir une quinzaine actuellement. C'est vraiment quelque chose, c'est un projet qui se développe tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et il y a beaucoup de demandes. On répond pas à toutes les demandes. Il y a aussi la Ligue qui fait alors c'est pas spécifique au myélome, mais il y a aussi la Ligue quand dans les endroits où on n'est pas là, qui fait aussi des groupes d'échange, hein. Voilà. Alors, en tant que co-animateur d'un groupe de parole également, je pourrais dire que, alors, il ne s'agit pas de comparer les traitements des uns et des autres, hein, puisque on l'a dit et on le répétera jamais assez, chaque malade est un cas particulier. Mais par contre, moi, j'ai vu des échanges où on avait un malade qui, lui, s'interdisait rien, euh, faisait, faisait des voyages à l'étranger, faisait des tas de choses. Et puis, vous aviez un malade et son épouse qui, eux, ne faisaient strictement rien et même aller jusqu'à ne plus voir leurs petits-enfants parce que les enfants pouvaient être porteurs de germes. Voilà. Et donc, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Je veux dire, donc, euh, alors, celui qui voyageait beaucoup n'a pas modifié son comportement, mais ceux qui ne voyaient pas leurs petits-enfants ont modifié leur comportement. Voilà. Mais c'est extrêmement important ce que vous dites là, en fait, Monsieur Taureau, parce que c'est toute l'importance de la liberté de parole, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace où on s'autorise à dire ce qu'on vit, comment on le vit, et c'est dans ce partage d'expérience qu'on va, comme vous dites, hein, c'est pas de la comparaison, c'est juste un partage, c'est surtout un partage d'expérience, et c'est dans la confrontation et dans l'observation de ces expériences plurielles que finalement les uns et les autres vont trouver les ressources suffisantes pour finalement modifier certains de leurs comportements. J'ai des exemples qui rejoignent les vôtres, c'est-à-dire, moi j'ai le souvenir d'un patient, et Monsieur Gillot doit s'en souvenir, qui s'autorisait à faire avec ses médocs vraiment des trucs très fantaisistes et qui nous a bien fait rigoler quand même. Et puis d'autres qui étaient effarés parce que jamais ils auraient... Voilà, la prise de médicaments, c'est à la minute près. Et puis finalement, les uns et les autres, voilà, partageant, testant, et puis s'autorisant finalement en voyant certaines audaces, voilà, s'autorisant à faire des choses qu'ils s'interdisaient totalement. Mais parce que la liberté de parole et d'expression est garantie, en fait. Elle est vraiment, c'est la condition du groupe, c'est que chacun puisse s'exprimer librement. Voilà. Et c'est vraiment, ça, c'est une expérience extrêmement enrichissante, je trouve. En tout cas, pour moi, psychologue, c'est extrêmement enrichissant. Mm.
Alors actuellement, il en existe une quinzaine. Il y en a des qui sont en cours de création. Pour avoir les informations au fur et à mesure et pour avoir des dates, etc., vous trouverez sur le site de la F3M, dans l'onglet Actualité, les régions publient régulièrement le camp et les adhérents des régions reçoivent les informations directement par mail. Voilà. Donc, on va peut-être passer au sujet de la vie sociale, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Non. Bon. Peut-être rebondir sur ce que disait Monsieur Gillot sur l'importance quand même que ces groupes soient encadrés par des professionnels et bénévoles formés, c'est-à-dire ouais, effectivement un bénévole formé et un psychologue. C'est vraiment pour le coup quelque chose qui est absolument indispensable. Voilà. Il s'y passe des choses dans ces moments-là où il faut quand même nécessairement qu'un psychologue puisse reprendre. Mm. Alors, par définition, un groupe de parole, chez nous, il y a un ou une psychologue qui participe. Alors après, il y a des régions qui font pas ça. Alors, ils font des Oui. cafés-rencontres, mais Mm. c'est autre chose. Mhm. Voilà. Mhm. Vous pouvez lancer la vidéo. On s'aperçoit qu'on peut effectivement plus faire les choses qu'on faisait avant, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit le ménage, les courses, la cuisine. Donc au niveau des activités, j'ai fait participer ma famille pour les courses, pour le ménage, pour plein de choses. Alors très concrètement, la plupart des retours, c'est que la maladie fatigue. Et du coup, il y a forcément un symptôme d'isolement où on réduit ses activités, on va un peu moins vers l'extérieur, on accepte un peu moins les sollicitations parce que le quotidien est rythmé par les traitements et les rendez-vous médicaux. On va surtout noter ça et il y a une inquiétude du coup du fait d'un isolement de patient parce qu'un patient qui est isolé, c'est un patient qui peut-être peut avoir des baisses de morale aussi, se sentir moins soutenu au quotidien dans sa maladie, avoir moins de relais aussi pour demander du soutien, de l'aide sur le quotidien, sur la gestion des effets secondaires. Moi notamment, j'encourage à aller vers de l'activité physique adaptée, mais si on est un peu moins en forme à un moment, ça peut être des activités culturelles, de loisirs, rencontrer des gens, rencontrer, s'entourer, ne pas rester que focus sur la maladie. En fait, ça a tout changé dans ma vie sociale. Déjà, j'ai dû arrêter de travailler, mais j'ai gardé contact avec mes collègues. Donc, on se voit régulièrement, on se tient au courant, parce que je suis encore officiellement en activité, et donc on fait des réunions de travail. Garder une activité pour rencontrer des gens, c'est ce que je conseillerais. Alors, un accompagnement de patients atteints d'un cancer, c'est un accompagnement très très global, parce que la survenue d'un cancer, ça va impacter toutes les sphères de la vie. Donc on peut aborder des questions sur le travail, soit le maintien dans l'emploi, là plutôt le retour à l'emploi dans ce cadre de maladie-là. Il y a un accompagnement qui peut être fait par les assistantes sociales, soit de l'hôpital, soit de la ville. Et moi, je peux apporter certains compléments d'information aussi, mais je ne fais pas d'accompagnement de coaching. Mais par contre, j'ai tous les relais et toutes les ressources utiles. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent aussi sur l'aspect accompagnement de la vie sociale du patient, par du sport, par de l'accompagnement assistante sociale, par du coaching retour au travail, par du soutien psychologique, que ce soit en groupe ou en individuel, dépasser un peu les a priori aussi sur la maladie et oser vivre tout en étant malade. J'ai dû m'adapter quand même à mon père parce que en plus de mon père, j'ai également une mère malade, donc ça a quand même eu un impact plus ou moins sur ma vie sociale. Je dois quand même adapter mes sorties par rapport à l'état de santé de mon père. Donc effectivement, quand ça va pas trop, je préfère rester auprès de lui. Mais sinon, globalement, j'essaie de vivre ma vie comme je peux. J'ai la chance d'avoir des amis quand même assez compréhensibles, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est des personnes qui connaissent un peu ma situation. Alors c'est bien d'aider ses proches, mais il faut aussi penser à soi. C'est vrai que quand on vient d'apprendre la nouvelle, on a tendance à s'oublier et à vouloir aider le plus possible la personne qui est malade.
Mais parfois, on se rend pas compte sur le moment, mais plus tard, on se rend compte qu'on a peut-être pas, on prend pas assez soin de soi, qu'on donne moins du temps pour soi-même. Et je trouve que c'est quand même important parce qu'il faut d'abord se sentir bien soi-même pour ensuite mieux accompagner ses proches. Donc, il faut pas oublier de vivre aussi sa propre vie et de s'accorder aussi du temps pour soi. Commentaire? Bon, L'importance de garder le lien social, le lien familial, le lien amical. Je pense que ça, c'est très important quand on est malade, de garder le lien. Autrement, en effet, on peut se retrouver seul et ça, c'est une autre problématique. Et la personne qui témoignait qu'elle justement, elle gardait le lien avec ses anciens collègues de travail, je trouve que c'est une très bonne solution. Autrement, déjà, il y a en effet un handicap, elle faisait plus son ménage, elle faisait plus ses courses, donc elle allait plus trop vers l'extérieur. Mais je crois que c'est important de garder ce lien. Sinon, en effet, isolement et en effet des problèmes psychologiques qui se surajoutent à la maladie. La difficulté dans ces situations, c'est en effet, c'est ce que j'entends beaucoup dans mes consultations, c'est notamment pour l'entourage, c'est d'être partagé entre aller vers et laisser tranquille. C'est-à-dire que il y a le patient qui va être dans sa difficulté, dans sa détresse, et puis pour qui ça va être peut-être compliqué de demander de l'aide. Et puis à l'entourage, pour qui c'est difficile. Alors voilà, je lui propose, mais il me dit non, mais je sens bien qu'il a besoin, qu'il a envie, mais je sais pas comment proposer. Et c'est toute la difficulté. Alors évidemment, tout ça, c'est à mettre en contexte. C'est-à-dire que la maladie, elle n'intervient pas sur une page vierge. Il y a une histoire avant la maladie. Et toute la façon dont le patient, son entourage ont déjà leur dynamique relationnelle, ça va forcément, évidemment, influencer au moment où la maladie survient. Donc, ça sort pas de nulle part. Donc, on voit bien, et nous, professionnels de santé, on a un poste d'observation idéal. On voit bien quand les dynamiques familiales, c'est plutôt des fonctionnements où on a plutôt tendance à se parler, à dire, à communiquer. Bon, même si la maladie vient compliquer les choses, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et à l'inverse, quand c'est déjà des situations familiales où c'est plus compliqué, on se livre moins, forcément, ça va avoir tendance à s'accentuer. Et la difficulté de l'entourage, c'est je sais pas comment faire en fait. Je sais pas si je dois pas, avec des repères qui sont complètement bouleversés. Ce qui va être important, nous, du côté de nous, professionnels, ça va être surtout d'éviter autant que possible de renforcer la culpabilité ou en tout cas d'être un peu dans des entre guillemets, des injonctions, il faut, on doit, etc. Euh, Parce que ça peut en rajouter un peu une couche auprès des patients et de l'entourage. Par contre, c'est effectivement ce qui a été dit de manière tellement diverse là au cours de ce début d'après-midi, c'est finalement comment les uns et les autres professionnels, on va accompagner, aider, permettre à des patients et à leurs proches de faire de la place à autre chose, c'est-à-dire que tout ne se rétracte pas autour de la maladie et de quelle manière, alors avec plein de choses, hein, on a parlé de l'activité physique et des tas d'autres choses qu'on n'a pas forcément évoquées aujourd'hui, mais de quelle manière nous, professionnels, toutes professions confondues, on va permettre aux personnes concernées de faire de la place, de laisser de la place à autre chose que juste se rétracter sur la maladie. Et il y a des tas, vraiment, vraiment, il y a des possibilités, hein. Peut-être, je me permets d'amener un petit commentaire parce que c'est par rapport à la vie sociale et professionnelle, il y a beaucoup de questions actuellement sur est-ce qu'il y aurait plus de malades jeunes dans le myélome? A priori, pour avoir questionné l'IFM, proportionnellement, il n'y a pas plus de malades
jeunes. Par contre, tous les malades jeunes aujourd'hui, par rapport à moi qui suis un ancien jeune, par exemple, c'est il y a 10 ans, il y a 10 ans, c'était moins fréquent de reprendre le travail quand on avait un myélome, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais mon myélome à 50 ans, il y a une grande chance que j'aurais pu reprendre mon travail, ce que j'ai pas pu faire il y a 10 ans. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes malades, enfin de malades en âge de travailler, qui sont en situation de reprendre le travail et avec les difficultés qui vont avec. Voilà, qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est en invalidité, mais qui sont aussi avec toutes les difficultés qui vont avec. Et donc ça, c'est quelque chose, y compris dans la vie sociale, y compris dans la vie professionnelle. Et ça, on est beaucoup sollicité actuellement au niveau de la F3M par rapport à ça. Et on est en train de mettre en place, avec le soutien de Juristes Santé, un groupe de travail qui va répondre aux questions des malades sur tout ce qui est les questions juridiques, les questions vie de travail. Comment je fais pour faire une demande? Est-ce qu'il faut que je fasse une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés? Comment je fais avec la MDPH? Comment je fais avec la médecine du travail, etc. Toutes ces questions-là, on va les traiter. Et puis juste par rapport à, je sais plus, je crois que c'était Bédra qui disait ça sur la vie sociale. Il y a la vie associative quand on peut pas reprendre le travail. Pas forcément la F3M, hein, je ne parle pas que pour la F3M, mais on peut d'ailleurs dans plusieurs associations. Mais voilà, la vie associative, elle est là aussi quand la vie professionnelle n'est plus, si on a envie. Hein. Et comme disait Bédra, enfin moi j'ai toujours tendance à dire les injonctions, fuyez-les, quoi. Si on vous donne, si on vous dit il faut que, moi, bon, je suis un éducateur de base, donc forcément je réagis par réaction, je réagis, mais j'ai plutôt tendance à fuir lorsqu'on me dit ce que je dois faire. Oui. Pour en revenir aux jeunes malades du myélome, en tout cas qui sont en activité professionnelle ou en arrêt de travail, peut-être parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui sont de la région, enfin qui sont normands. Mais aussi pour d'autres régions, si ça existe, on a la chance au CHU de Caen d'avoir une consultation d'aide au retour au travail avec euh, une médecin vraiment spécialiste de cette question, une psychologue et une assistante sociale. Donc, ces trois personnes connaissent très très bien tous les dispositifs possibles, adaptés à la situation de chacun. Et vraiment, quand vous avez la possibilité d'être orienté, alors c'est pas forcément des consultations comme ça dédiées, mais n'hésitez pas à aller chercher les ressources de votre territoire, les assistantes sociales de votre lieu de travail, hein, de votre employeur, de votre CCAS, qui connaissent vraiment très très bien les dispositifs, qui peuvent vous aider à faire valoir vos droits, à ouvrir des droits. Donc c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va permettre aussi de réunir les conditions favorables à un retour au travail, à un changement de statut. Donc faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner dans ces situations. Ouais, merci. Et je viens de rajouter sur le chat deux liens d'un travail qu'a fait François. Moi, j'ai vraiment pas participé, donc j'ai découvert ces deux vidéos magnifiques de témoignages alors c'est sûrement pas hasard, c'est deux mamans avec leurs deux jeunes filles adolescentes qui témoignent sur l'arrivée dans leur vie sociale à la fois de la maman et de la jeune femme, enfin des deux jeunes filles, de leur expérience. C'est vraiment quelque chose qui est à écouter et à regarder, qui apporte beaucoup sur le chamboulement dans la vie sociale, personnelle et familiale du myélome. Et donc c'est quatre femmes, parce que c'est deux mamans et deux jeunes femmes qui vous racontent ça. C'est vraiment allez voir, parce que c'est myélome ou pas myélome, c'est un partage d'une richesse assez exceptionnelle. On va les mettre en avant sur la page d'accueil du site fin de semaine prochaine ou début de l'autre. Voilà. Parce que le site est riche en informations, alors il faut attendre qu'une information soit périmée pour en mettre une autre. Voilà. Mais voilà. Et merci, mais tous ceux qui sont en ligne, il y en a sans doute beaucoup qui déjà apportent leur témoignage à la F3M. Et vraiment merci à tous ceux qui témoignent quand on les sollicite, parce que ça apporte beaucoup de richesse à tous. Voilà.
Alors, et comme on a dit, il faut continuer à avoir une vie sociale malgré la maladie, pour ceux qui ne travaillent plus. Mais on peut le faire aussi à côté du travail. C'est des sorties, c'est du temps passé en famille, c'est des voyages, des week-ends, des sorties culturelles, des activités de loisirs. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, et on a un bel exemple à Strasbourg, quelqu'un qui s'est découvert des talents de peintre, et elle a commencé d'abord par faire de la peinture quand elle était malade, pour se changer les idées, et puis qui finalement, après, s'est découvert des talents. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre là qui avait eu à peu près le même témoignage. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y en a qui font On avait quelqu'un qui faisait du tricot, de la couture, voilà. Donc chacun peut continuer, et puis ça peut être la pêche, ça peut être aussi de la marche. C'est aussi marcher en groupe, c'est aussi avoir une vie sociale. Voilà. Tout à fait, François. En effet, par expérience, il y a certains patients qui, à cause ou grâce à la maladie, découvrent une activité comme la peinture ou la mosaïque, ou qui découvrent l'activité physique. Des patients qui n'avaient jamais fait d'activité physique, qui découvrent à cause ou grâce à la maladie une activité physique, que ce soit la marche, le tennis, le badminton ou autre. Et ça, c'est très, très intéressant, et ça leur donne un peu un sursaut dans la vie, une nouvelle vie qui commence. Ils découvrent une nouvelle activité, qu'elle soit physique ou intellectuelle. C'est vrai. C'est tout à fait surprenant, cela. Hein. C'est un élément qu'on va pas mal développer dans les nombreux projets de la F3M. Il y a des projets comme ça aussi sur l'importance de tous ces malades et donc créateurs qui, de part ou à cause, grâce avec, peu importe, mais dans ce contexte de maladie, se mettent à créer, à faire des choses. Et on a plein d'exemples. Voilà, on va avoir une BD prochainement. On a une artiste qui nous a fait, une artiste plastique qui nous a fait des magnifiques montages sur la maladie. Enfin voilà, on a vraiment plein d'exemples, et c'est quelque chose on a une amie là de Reims, Sophie, qui nous fait des magnifiques, comment on appelle ça, lettres de des manuscrits, de la calligraphie, voilà, et des choses comme ça qui s'est mis. Voilà. On a plein d'exemples comme ça, et je pense que là, ça devient plus, c'est plus ça devient trop fréquent pour que ça soit juste des cas exceptionnels, quoi. Ça arrive de plus en plus. Bien, on se dirige vers la fin de notre rencontre numérique du myélome. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez lire pour le bulletin de la F3M numéro 54, que vous trouverez sur le site de l'association. Vous trouverez également des petits fascicules qui sont dans le fond documentaire de l'association. Ils sont alors avec une couverture rouge. Vous pouvez mettre les deux diapos, s'il vous plaît. Oui, alors pour en savoir plus, vous pouvez aussi, j'ai oublié, voilà, aller sur le site, et bon, vous en saurez plus sur la maladie, mais aussi sur la qualité de vie en vous connectant sur Mielonet. Voilà. Et puis pour en savoir plus, vous avez également deux petits fascicules qui sont dans le fond documentaire de l'association. Alors vous pouvez les consulter, vous pouvez les commander. Bon, au choix. Et donc, partager ses envies avec ses proches, et puis vivre et continuer à faire ce que vous aimez. Ça veut tout dire. Voilà. Et vous avez les éléments là peut-être que vous pouvez je ne sais pas si vous pouvez remettre les liens dans le chat, Audrey. Je vais essayer, mais il faudrait que je Bon, quitte. d'accord. C'est pas grave, mais sinon vous avez tout sur le site. Hein, voilà, vous avez tout sur le site. Voilà, et puis donc, nous arrivons à la fin. D'abord, merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenantes.
d'avoir répondu à vos questions. Euh, donc, je vois qu'il y a encore des tas de questions qui arrivent, mais bon, il faut, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, encore un petit mot, mais d'importance. Vous pouvez mettre la diapo suivante, ça m'aiderait. Elle est en train de faire des copies. Sans votre soutien. J'essaye, mais ça marche Voilà. pas en même temps. T'embête pas, Audrey, t'embête pas. Sans votre soutien, donc, on ne pourrait rien faire. Donc, vous pouvez adhérer et donner à la F3M. Alors, donc, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dessus, parce que c'est tout récent, mais notre association est reconnue d'utilité publique depuis une quinzaine de jours. Affiché sur mon mur. Voilà, c'est affiché derrière notre président. Voilà. Et donc, vous trouverez tous les éléments sur le site. En haut, sur le site internet de l'association, sur la page d'accueil, tout en fait en haut, vous avez deux onglets. Adhérer, donner, voilà. Et donc, il suffit de cliquer dessus et de suivre la marche qui vous est indiquée. Donc, merci à tout le monde. Nos bénévoles dans les régions restent disponibles pour répondre à vos questions et puis également via les réseaux sociaux. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le samedi. Alors, il y aura des webconf entre-temps, mais nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 novembre pour la 21e journée nationale du myélome dans 28 villes en France. Voilà. On y sera. Mais également en Belgique, en Suisse et à la Martinique. Voilà. En collaboration avec les associations avec qui nous travaillons habituellement. Voilà. Alors, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Merci de bien vouloir y répondre. C'est important pour nous parce que ça permet de mieux répondre à vos souhaits pour les prochaines éditions. Voilà. Et bien sûr, le formulaire de satisfaction est uniquement pour les personnes qui étaient là en live. Pour ceux qui regardent le replay, malheureusement, vous n'en aurez pas. Voilà. On a On n'a certainement pas répondu à toutes les questions. François, je vois qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Oui. On aurait encore le temps de discuter, donc on s'excuse de ne pas pouvoir répondre à vos questions. Il y en a certaines qui sont complexes, qui mériteraient des débats. Et je pense qu'il faut toujours encourager la communication. N'hésitez pas à vous tourner vers votre médecin traitant, vers votre hématologue, vers les infirmières. Je pense que quand on est atteint d'une pathologie complexe comme le myélome, il faut vraiment encourager le dialogue. Si vous avez une réponse qui ne vous convient pas, il ne faut pas vous bloquer à ça. Parfois, il faut chercher un autre interlocuteur et puis rester dans un dynamisme de je vais chercher, je vais essayer d'améliorer ma qualité de vie parce qu'il y a des moyens. Donc, ne désespérez pas et continuez à essayer de trouver les moyens, à communiquer entre vous. Et je pense que vraiment, la F3M, pour ça, c'est fondamental parce que ça permet les échanges, ça permet de trouver parfois des clés et vous avez un rôle indispensable dans la prise en charge des patients grâce à ces clés-là. Donc, merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci Cécile. Merci. Merci. Donc, effectivement, il y Merci a à vous encore tous. des tas de questions qui arrivent, mais bon, on ne peut pas répondre, hélas, à tous. Allez les poser sur Myélonet. Vous aurez des médecins qui vous répondront quand il y aura des webconf. Vous aurez des malades qui sont là, formés, bénévoles, qui sont tuteurs et qui n'attendent que des questions parce qu'ils ont plein de réponses à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Myélonet. C'est beaucoup plus simple, c'est facile, et voilà. Et on n'est pas obligé de se taper 2 heures de cours comme à l'école. On peut piocher, aller dans tous les sens. Voilà. C'est aussi un lieu de rencontre. On ne parle pas que de myélome, c'est un lieu de rencontre et d'échange, voilà, sur ce qu'on vit. Donc, allez franchement, allez sur Myélonet, vous aurez plein de réponses, et y compris par les médecins hématologues de l'IFM et les psychologues qui travaillent avec nous. Merci à vous tous.
Merci à la Effectivement, F3M merci. d'organiser tous ces moments-là qui sont vraiment importants. Merci. Et Merci pour votre participation. Voilà. Et pour ceux qui veulent, qui posent des questions, parce que je les vois défiler sur Mielonet, je vous ai remis le lien et n'hésitez pas effectivement à participer au forum là où il y aura pas forcément, enfin, il y aura pas de médecin qui va vous répondre, mais il y a effectivement des tuteurs qui sont là en binôme toutes les semaines pour répondre à vos questions et c'est des les tuteurs, c'est des personnes qui sont dans votre cas, que vous soyez malade ou aidant, toutes les possibilités et ils seront vraiment très heureux de prendre le temps de vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci Audrey pour cette technique parfaite. Au revoir, bon Merci à après-midi. tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.